Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode du podcast The Place to Buzz, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Pascal Mollet, magicien de la vente. Alors bonjour Jean-Pascal. Bonjour Denis, ravi d'être là. Merci, je vais te présenter rapidement, même si beaucoup de gens te connaissent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu t'appelles Jean-Pascal, tu es magicien de la vente, tu nous diras pourquoi. Tu es coach, formateur et puis tu es aussi un influenceur LinkedIn, on peut le dire, peut-être Top Voice. Et je sais que tu es aussi très présent sur TikTok notamment, où tu t'es fait pirater ton compte il n'y a pas longtemps, mais ça s'est bien passé. Alors je voulais que tu nous dises, même si tu l'as certainement dit à plusieurs reprises, pourquoi ce concept de magicien de la vente ? Alors pourquoi ce concept de magicien de la vente? C'est que je trouve beaucoup d'analogies entre la magie et la vente. Que déjà se présenter avec une analogie, c'est une image. Donc une image, on dit que ça vaut 1000 mots. Oui. Et plutôt que de dire bonjour, je suis formateur en vente ou coach en vente, quand je dis à quelqu'un tiens, je suis magicien en entreprise, ça interpelle et les gens oui. Parce que mon métier, c'est de faire apparaître les clients et disparaître les objections. C'est génial. Et quand je dis qu'il y a beaucoup d'analogies entre la magie et la vente, c'est que dans la magie, il y a des tas de choses et des tas de trucs Ouais. qu'on ne doit pas voir. Dans la vente, c'est un petit peu pareil. Ouais. Effectivement, il y a des méthodes et quand on les incarne, on ne doit pas les sentir et pas les voir. Ça ne doit pas être très scolaire. Ouais. Dans la vente, avant tout, il faut créer une relation. Ouais, ça sert. Et c'est vrai qu'un magicien, il doit créer la relation avec le public. Ouais. En plus, quand c'est un magicien, parce que c'est à ça que je m'intéresse, le close-up, il doit aller vers des gens qui ne l'attendent pas forcément. Et c'est ça aussi quand tu prospectes. Ouais. Donc voilà, il y a des tas de petits liens entre la magie et la vente. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette analogie. Ok, super. Alors, en préambule, alors moi, tu le sais, je suis un ancien de la DGSE. J'ai été agent secret pendant près de 10 ans. C'est pour ça que tu poses des questions maintenant. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, bon, si tu veux, je vais revenir à ça. Si tu veux, on associe toujours l'espionnage à la triche, à la mensonge, à la manipulation. Et c'est en partie vrai, mais pas que. Et c'est aussi pour ça que j'ai quitté ce milieu. Mais ce que je voudrais te poser comme question, c'est la magicien aussi. Et c'est un peu la personne qui fait pap, qui entourloupe, qui attire ton attention d'un côté pour te faire quelque chose que tu vois pas de l'autre. J'imagine qu'il n'y a pas de ça du tout dans la vente. Comment tu arrives aussi à écarter ce risque ? Alors, il y a un peu de ça dans le sens où la vente, c'est déjà je m'intéresse à la personne qui est en face de moi. Je vais lui poser pas mal de questions pour bien savoir qui elle est, ce qu'elle attend, ce dont elle a besoin, ce qu'elle peut attendre de ma solution. Et puis après, pour ne lui montrer que ce qui l'intéresse. D'accord. Donc, il y a aussi ce côté-là où il y a des choses qu'on ne doit pas voir et des choses qui ne vont pas l'intéresser. Tout ce qu'un magicien va faire en backstage, ça n'intéresse pas la personne qui est en face et le public. Là, c'est pareil, je vais essayer, et un vendeur doit arriver à ça, de ne parler que de ce qui intéresse le client. Et encore une fois, on n'est pas dans la manipulation, c'est faire un diagnostic comme un bon médecin. C'est-à-dire que D'accord. le médecin, il ne commence pas à te dire oui, j'ai fait mes études à Lille, j'ai fait une thèse sur le diverticule de Meckel, cette semaine, j'ai guéri 3 grippes et 4 gastro. Ah non, il te pose des questions et il trouve ce qui t'intéresse. Ce que C'est tu pour me ça dis qu'il là, y a des liens. alors ce que tu me dis là, c'est que d'emblée, on pose les bases. Il faut s'intéresser Mm. à son prospect, à son client. Et puis, il faut s'y intéresser vraiment. Pas juste poser des questions qui tombent dans un script. Il faut non seulement poser des questions, mais avoir une écoute active. Et puis, j'imagine aussi être capable de répondre en fonction de la réponse et pas juste suivre des réponses dans un QCM. Qu'est-ce que tu enseignes, toi, auprès des clients ? Parce que je le rappelle, tu es formateur en vente, en prospection. Tes clients, c'est surtout des TPE, peut-être des grands groupes, enfin, tout type Un peu de tout. d'entreprise. Ok. Quels sont les grands principes que tu mets en avant dans tes formations ? Alors, les grands principes, j'explique déjà que la vente, ça s'apprend. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la vente, c'est un peu inné. Alors, je ne sais pas pourquoi ce métier serait inné, alors que moi, je ne connais pas de métier inné. Non, je suis d'accord. Bon, bref. Donc, il y a des méthodes et c'est d'avoir un espèce de guide. On appelle ça les 7C. Donc, les 7C, c'est concevoir. Donc, c'est ma phase de préparation. D'accord. Comment je prépare mon rendez-vous avec mon prospect ou mon client. Après, il y a la phase de contact. Comment je crée la relation avec lui. Ouais. C'est rapidement. Donc, on travaille sur des bris de glace, on travaille sur la méthode DISC. Donc, qui j'ai en face de moi, de quelle couleur il est et comment je fais pour m'adapter. Après, la phase connaître, qui est la phase de découverte. La phase comprendre, qui va être la phase de reformulation et de compréhension des besoins et des motivations. La phase convaincre, où là, on va gérer les objections s'il y en a, mais aussi apporter des bénéfices clients, la conclusion. Et après, comment je conserve et comment je garde un lien. Donc, c'est là où il y a de les méthodes et c'est ce que je transmets dans les entreprises. Ok. Alors moi, j'ai commencé, quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé chez Téléperformance et je vendais des abonnements au journal Le Monde à des gens qui n'en avaient pas besoin. Et qu'est-ce que tu conseilles par exemple, tu fais une analyse et tu vois que ta solution, elle est top, mais elle ne correspond pas aux besoins du client. Est-ce que tu y vas quand même ou est-ce que
tu fais step back et tu dis, bah non, finalement, je m'aperçois que ma solution n'est pas adaptée pour vous et tu trouves un prospect qui a vraiment besoin de ta solution. Je réponds à ta question, mais j'ai envie de t'en renvoyer une. Ouais, vas-y. Justement, toi, c'est quoi le souvenir que tu as ou c'est quoi le truc qui t'a marqué dans cette prospection? En plus, Le Monde, c'est pas un journal qui est tout public. Ouais. Voilà, donc comment tu faisais toi? Alors moi, je suis À inscrit- 18 ans. ça fait 30 ans, ça commençait comme ça. Bonjour, je suis Pascal Dumont du Monde, du journal Le Monde. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer et je peux dérouler comme ça le script tellement je l'ai balancé, c'était il y a 30 ans D'accord. et ça marchait pas. Et puis, en fait, j'ai commencé à créer du lien avec les gens. Je les appelais, bonjour, comment vous allez? Est-ce que vous êtes devant la télé? Est-ce que vous informez? Et je vendais et j'étais le meilleur vendeur. Sauf que le script, je l'oubliais. Et au lieu de faire 50 appels dans la soirée, j'en faisais 10, mais je vendais 5. Là où personne ne vendait ou très peu. Et un jour, ce que je savais pas, c'est que j'étais mis sur écoute. Et comme j'étais un super vendeur, ils se sont dit, tiens, on va regarder comment il fait. Ah, il fait pas du tout la méthode. Et puis, donc, le boss, il était dans le bureau derrière, il m'appelle. Et puis, il vient comme ça. Il c'est quoi ça? Tu suis pas le script? Le script, si je tenais le crétin qu'il a écrit, et il me répond, le crétin, c'est moi. Voilà, fin de mon histoire avec Téléperformance, mais je suis allé faire de la vente ailleurs. Et ça m'avait vraiment bien parlé. Donc, si tu veux, le truc, c'est que j'étais déjà dans cette idée, j'ai pas envie de vendre. Je préférais vendre à des gens qui en ont besoin ou leur expliquer en tout cas quels bénéfices ils pouvaient en tirer. Et des fois, je tombais sur des gens, je dis non, c'est pas la peine, ils vont pas lire Le Monde si on l'arrive. Voilà, donc j'étais vraiment déjà dans cette écoute-là et dans cette humanité-là, et puis dans l'idée qu'il faut que le besoin il corresponde à un vrai besoin du client, sinon c'est pas drôle. Donc on est en phase, hein. C'est sûr que le but, c'est pas de vendre à tout prix. En plus que moi, je travaille quand même sur des cycles de vente où on a des clients qui vont être des clients répétitifs, c'est-à-dire que c'est pas du one-shot. Bien sûr. Et même le one-shot aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les avis Internet, même si tu fais du one-shot, c'est un client qui n'est pas content et il va en parler. Ouais. Et c'est compliqué. Avant, c'est vrai qu'on disait oui, un client satisfait, il en parle à 3 personnes. Ouais. Et un client insatisfait, il en parle à 10. Ouais. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, il n'en parle pas à 10, il Non, en parle à pas- 7 milliards. c'est- Enfin, c'est ça. c'est-à-dire que tout le monde peut voir un avis sur Internet. Ouais. Il y en a même qui ont fait des buzz comme ça avec des vidéos de clients mécontents. Donc, non, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, c'est l'idée du médecin. C'est t'es malade, je te trouve ton traitement. Si tu viens là me voir et puis non, ça va se passer tout seul, tant pis, on next. Hein. Enfin, il y a suffisamment de clients potentiels. Il faut, en tous les cas, vendre avec éthique et bienveillance. Et voilà, moi, je suis là pour faire un point avec toi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on doit démarrer le rendez-vous commercial. Dire, écoutez, voilà, moi, je vais apprendre à vous découvrir. Ça s'appelle l'OPR, hein, Objectif Plan Raccord. Okay. On est là pour ça. Voilà comment ça va se passer. Et puis, à la fin, vous me direz, oui, j'ai envie ou non, j'ai pas envie. Mais c'est vous qui déciderez. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. On est vraiment dans cet état d'esprit de la bienveillance. Aujourd'hui, dans tes formations, est-ce que tu formes des gens, par exemple, à toper un rendez-vous et puis derrière, il y a des closers qui viennent prendre le rendez-vous, ou est-ce que tu préconises plutôt que ce soit la même personne qui a créé le premier lien, qui aille aussi peut-être prendre un rendez-vous et qui revienne pour faire le closing? C'est quoi ta stratégie? Alors, c'est vrai que c'est assez quand même start-up parisienne où ils ont découpé le cycle de vente. Donc, ça peut m'arriver de former ce qu'on appelle des SDR. Hein, voilà, donc l'SDR, hein, donc c'est lui qui va prospecter. Après, il y a l'account exécutif qui va suivre le compte. Et puis après, il y a le closer, même le CSM qui suit le compte après, une fois que c'est Customer Success Manager. Bref. Moi, je ne suis pas très partisan de ça parce que ça, déjà, si on pense client, c'est-à-dire que le client il risque d'être par 4 personnes différentes au long du cycle de vente. Bon. Je pense aussi que quelqu'un qui fait tout le temps la même chose, hein, c'est un peu le principe du travail à la chaîne. Je ne sais pas si à un moment donné, tu trouves ça très passionnant. Je trouve que justement, le métier de commercial, il est tellement, et de plus en plus, il est tellement diversifié que c'est ce qui en fait son intérêt. Aujourd'hui, ce n'est pas des métiers qui attirent, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de parents qui disent, tiens, j'espère que plus tard, mon fils sera vendeur ou sera commercial. Hein. Et malheureusement, quand ils voient les salaires que prennent les commerciaux, oui, mais bien sûr. C'est quand même des stars aujourd'hui, enfin, pour les bons. Hein. En général, oui, c'est des métiers qui payent plutôt bien, surtout par rapport au niveau d'études qui peut être demandé. Il faut aller, on va dire, un minimum un bac+2, mais avec un bac+2, oui, tu peux arriver à des rémunérations de 50, 60, 80, 100 000 euros à l'année, qui peuvent être des rémunérations de médecins, j'en parlais. Donc, mais c'est rarement un des rêves des parents. Voilà. C'est comme ça. Alors Bernard Tapie disait, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Qu'est-ce que tu conseilles? On sait tous, on décroche, le téléphone sonne, et la personne décroche. Il y a toujours un blanc. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu préconises dans ces 15 premières secondes?
À partir du moment où, alors, moi, ce que je dis aux gens qui font de la prospection, alors, je travaille sur tout le cycle de vente, hein, prospection, vente, négociation. C'est vrai que c'est le point d'entrée. Et la prospection téléphonique reste encore aujourd'hui, pour moi, le moyen qui a le meilleur retour sur investissement. C'est-à-dire que quand je fais une session de prospection téléphonique, quand j'ai le bon interlocuteur, en général, tu as un rendez-vous sur 2. Après, ça ne veut pas dire que ça fait du business, mais il n'y a aucune autre méthode, à ma connaissance, qui apporte ce même ratio. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des étapes en tête, pas forcément avoir un script. C'est vrai que le problème du script, c'est que ça fait des trucs appris par cœur, on le lit, mais il faut que très rapidement, la personne qui est au bout du fil comprenne qui je suis, ce que je fais, ce que je peux lui faire gagner. D'accord. C'est le principe de l'elevator pitch. Oui. Donc voilà, en gros, voilà, Jean-Pascal, je coach de vente conseil. Moi, mon métier, c'est d'aider les entreprises à développer leur chiffre d'affaires et puis à améliorer la compétence de leurs commerciaux. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Très vite, j'essaie de le faire parler. Il ne faut pas parler pendant plus de 2 minutes. Même 1 minute, c'est déjà trop. Et oui, non. Très bien. Alors aujourd'hui, comment vous fonctionnez là-dessus? Donc l'idée, c'est de lui poser des questions, 2-3 questions. Ah bah oui, aujourd'hui, on a un organisme extérieur. Bien. Vous avez un organisme extérieur. Moi, ce que je vous propose, voilà, est-ce qu'il y a un inconvénient à ce qu'on se rencontre pour pouvoir échanger, peut-être être complémentaire à ce que vous faites aujourd'hui et puis voir comprendre comment on peut vous aider. Voilà, c'est ça, c'est se dire, tiens, je vais appeler quelqu'un pour l'aider. Ouais. Est-ce que assumer que c'est un call de prospection, c'est payant? C'est-à-dire que tu dis, écoutez, je sais que votre temps est précieux, je vous dis, c'est un call de prospection, voilà ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Est-ce que c'est bien, tu vois, bien je sûr, joue carte sur la table? bien sûr. Ouais. Après, il y a plusieurs méthodes, et en formation, je vais partager plusieurs méthodes, mais ce qu'il faut, c'est surtout utiliser une méthode avec laquelle on est à l'aise. Il y a des gens qui vont être à l'aise avec ça, il y a des gens qui ne seront pas à l'aise. Ouais. Donc, il faut juste trouver sa façon de faire. Une fois qu'on a trouvé sa façon, je ne vais pas dire que le plus important, enfin, la méthode est importante, mais le plus important, c'est déjà de prendre son téléphone. Ouais. C'est-à-dire que c'est déjà de le faire. Et on se rend compte que avec plus ou moins de méthodes et plus ou moins de bonnes ou de mauvaises façons, globalement, on arrive quand même à des bons taux de réussite à la fin. Donc le principal, c'est j'ai préparé ma session de call. C'est-à-dire que je prends une demi-heure pour dire tiens, je vais appeler un tel. Je vais voir le profil LinkedIn, je vais voir l'entreprise, ce qu'ils font, etc. Si possible, je vais appeler dans le même secteur d'activité. C'est-à-dire que si je suis un peu tout secteur, tiens, aujourd'hui, je vais appeler tous les hôpitaux. Puis ma prochaine session, je vais appeler toutes les administrations et toutes les mairies, par exemple. Tu vois. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai préparé ma liste. Il faut enchaîner pendant une bonne session d'appel, c'est 1h30. C'est à peu près 15 appels à l'heure. Quand je dis 15 appels, des fois c'est raccroché, des fois la personne n'est pas là. 15 appels, tu vas avoir 4, 5, 6 personnes vraiment avec qui tu vas avoir rendez-vous. Tu vas choper 2-3 rendez-vous sur... Alors ici, j'ai reçu Tom Brun, qui est un spécialiste du growth hacking. Okay. Et ce qu'il me disait, c'est que grâce à des outils comme Full and Rich, Casper, on peut attraper des portables, des 06. Ouais. L'avantage du 06, c'est que tu tombes directement sur la bonne personne. Okay. L'inconvénient, c'est qu'il se dit, tu me déranges, comment tu as eu mon numéro de téléphone? Qu'est-ce que tu préconises? Plutôt passer par les standards avec tout ce qu'on sait de la difficulté d'avoir la bonne personne? C'est vrai que l'avantage d'avoir le téléphone portable direct, c'est qu'on n'a pas ce standard. En général, la personne décroche. Bon. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de « Et vous avez mon numéro comment ?» Alors, ce qu'il faut, c'est être transparent. Hein. Voilà, on utilise une solution qui nous donne votre numéro. Et comme tu l'as dit, hein, c'est un appel de prospection. Je voulais vous parler de ça. J'ai vraiment quelque chose qui est important qui peut faire gagner ça. Voilà, est-ce que ça vous dit qu'on aille plus loin? Bon. C'est vrai que quand on reste après dans le cadre professionnel, on a le barrage en plus à passer, mais on reste sur la ligne professionnelle et après, il y a des lignes professionnelles qui sont basculées aussi sur le portable, en plus avec le télétravail maintenant. La prospection, c'est essayer plusieurs moyens. Parce que si ça passe pas avec le standard, peut-être que si j'irai avec le 06. Téléphone perso. Moi, je sais que le téléphone perso, dès que je vois un numéro qui n'est pas identifié dans mon répertoire, je ne décroche pas. D'accord. Bon. La personne me laissera bien un message. Et je pense qu'il y a plein de gens qui font comme moi. Force d'être aussi sollicité, alors pas forcément dans les horaires de travail, mais le soir, le week-end, dans des appels téléphoniques ou d'autres choses. Et si ça passe pas par là, j'envoie un petit message sur LinkedIn. Il faut essayer plusieurs moyens en fait. Alors je vais te parler d'une expérience qui m'est arrivée 2 fois c'est au cours du dernier trimestre. C'est que j'étais prospecté par une intelligence artificielle. Okay. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui buguait, mais et puis la deuxième fois, pas du tout. J'avais vraiment le sentiment par un humain. Okay. Et sauf que très vite, je me suis rendu compte que je rentrais dans un script
Et j'ai été choqué. Tu me dis, waouh, c'est violent, quoi. Tu veux dire, d'être démarché par une machine. Et puis, malgré tout, tu vois, on est vraiment dans l'hyper-personnalisation de l'humain. Je me dis que c'est quand même une évolution moi, qui m'inquiète, enfin, en tout cas, qui me plaît pas. J'ai pas envie d'être démarché à longueur de journée par des machines, parce que c'est tellement facile que ça va se développer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des pratiques que tu as déjà vues? Alors déjà, comment tu l'as détecté? La première fois, j'ai senti que c'était comment dire, une voix légèrement pas humaine. La deuxième fois, pas du tout. Mais j'ai tellement d'expérience chez Téléperformance et dans la prospection que j'ai senti la boucle, tu vois, que ça en fonction de ce que j'ai réussi. Donc j'ai testé, et j'ai dit 2-3 choses incohérentes, et à chaque fois, ça s'adaptait. D'accord. Là, j'ai raccroché, j'ai dit, j'ai compris, quoi. Ok. Ouais. Alors, ça, c'est comme le emailing ou comme les gens qui font de la prospection sur LinkedIn, sur la messagerie LinkedIn. C'est que là aussi, il y a de l'automatisation. Ça marche, des fois, ça marche pas. Non, on sait que le taux de réponse n'est pas très important. Bon. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que si on se rend compte assez rapidement qu'on est face à une prospection par IA, pour moi, ça permet de qualifier. Ça ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. Après, c'est aujourd'hui. Maintenant, ça existait déjà, ce style un peu de prospection un peu basique, avec des gens qui prenaient des plateaux dans des pays un peu offshore, où tu vas payer quelqu'un 100 €, 200 € par mois. Forcément, Téléperformance dont on parlait, à des plateaux à Tunis, je les ai visités. L'Afrique du Nord, Madagascar, Maurice, etc. On sait qu'il y a beaucoup de plateformes là-bas. En fait, on démultiplie, mais des choses qui ont déjà été faites avant. Parce qu'à ces gens-là, c'est pareil, pas des experts de leur métier. En plus, un jour, ils font un produit, un jour, ils font un autre. Donc, comme tu disais, ils ont un script, et puis ils répètent le script à la journée. Donc, voilà, est-ce que ce sont vraiment des humains, tout compte fait? Oui, je suis d'accord. Vu comme ça, je suis d'accord. C'est une très bonne réponse. Je te remercie. Aujourd'hui, tu parlais des startups. Est-ce qu'on vend aujourd'hui un produit numérique comme on va vendre un service ou même un produit physique? Comment toi, tu abordes ça? Alors, la démarche de vente est la même. Ouais. Que de toute façon, que je vende un service, un produit, un SaaS, enfin bon, peu importe. C'est toujours, il faut que je crée une relation. Il faut que je fasse un diagnostic. Il faut que je comprenne la motivation de mon interlocuteur. C'est quoi ses douleurs, c'est quoi ses difficultés et en quoi ma solution, elle répond à ce qu'il cherche. Donc, que ce soit un produit ou un service, la démarche de vente est exactement la même. Là où c'est plus difficile quand on vend du service ou quand on vend une prestation intellectuelle, par exemple, c'est que ça se fait encore peut-être plus sur la relation. C'est-à-dire que si je dois te vendre ce micro, je peux te parler du micro, je peux te le montrer, je peux te le faire toucher, je peux te le faire tester. Ça me rappelle le film avec DiCaprio. Vendez-moi ce stylo. Ouais, c'est ça. Bon, c'est une scène qui est soit tu vends le micro, soit tu vends l'histoire. Oui, c'est ça. Très mythique, qui a été reprise par... c'est Fiat, je crois, c'est la publicité Fiat. Je ne l'ai pas vu, je ne savais pas, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit, non, mais voilà, quand est-ce que vous avez déjà ressenti une émotion si forte? D'accord. Donc, c'est intéressant. Donc, la démarche de vente est exactement la même que je vende un service ou un produit. Ok. Voilà. Alors, je vais tomber sur un autre terrain, le fameux CRM. Souvent, on dit des commerciaux que ça les saoule parce que pendant qu'ils remplissent le CRM, ils font pas de prospection et donc ils sont pas payés plus. Pour avoir bien connu ça, je sais que c'est quelque chose qui est indispensable. Quel est ton avis et qu'est-ce que tu donnes comme conseil? C'est évidemment indispensable. Parce que déjà, c'est la richesse de l'entreprise, c'est de la data. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui se font des millions en vendant de la data. Il faut se dire comment je peux, moi, un mois après, j'ai eu un échange, j'ai fait de la prospection, j'ai eu un premier rendez-vous avec un client ou un prospect, comment je peux me souvenir un mois après de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit? Non, c'est pas possible. Donc le seul moyen, c'est de le mettre dans le CRM. En plus, aujourd'hui, les commerciaux, ils ont quand même de la chance. C'est-à-dire que si j'ai un échange téléphonique, si j'ai un échange en visio, même si j'ai un rendez-vous physique, il y a quand même des outils maintenant d'IA qui te permettent de faire des comptes rendus et après de les mettre dans ton CRM directement. Donc, tu même plus donc, aujourd'hui, en tous les cas, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, ça fait partie du rôle du commercial et tu as même certaines entreprises qui vont incentiver en partie la rémunération des commerciaux sur le fait qu'ils remplissent leur CRM et qu'ils font d'autres choses. C'est-à-dire que si tu ne remplis pas ton CRM, tu as peut-être 5% de moins ou 10% de rêve en moins. Parce que là aussi, c'est ta mémoire à toi, mais c'est la mémoire au jour où tu t'en vas. Et quand tu fais comprendre aux commerciaux que quand ils sont arrivés, s'ils n'avaient rien eu, pas de data, pas de chiffres, etc., comment ils auraient fait? Qu'est-ce qu'ils auraient pensé? Il y en a qui vont dire, oui, mais quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Donc ça arrive aussi. Mais bon,
Donc, il faut vraiment prendre conscience. Il faut que l'outil soit assez simple à utiliser. C'est sûr que si c'est une usine à gaz, Salesforce, bon, pour le nommer. J'allais te poser la question, est-ce que tu conseilles sur un CRM en fonction de la taille de l'entreprise? Parce qu'on sait que Salesforce, c'est un produit magique, c'est super, mais adapté à des grosses boîtes. bien sûr. Et avec des prix aussi adaptés à des grosses boîtes. Donc, des fois, c'est pas la peine de se suréquiper peut-être en CRM. Alors, ça, c'est un peu comme tout. C'est qu'en général, dès qu'on choisit un outil, on utilise 10%, 15% de l'outil. Enfin, comme un ordinateur, comme plein de choses, comme notre téléphone. Bon, maintenant, c'est pas mon expertise de connaître tous les CRM et de dire à telle boîte, tiens, il te faut ça, tiens, il te faut ça, tiens, il te faut ça. Bon, il y a les plus connus, effectivement, Salesforce, HubSpot, ouais. Folk, mais il y a Pipedrive, enfin, il y en a, j'utilise Pipedrive. Il y en a pas mal. Voilà, ce qu'il faut, c'est, encore une fois, c'est tester, c'est se dire de quoi j'ai besoin. Et puis, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que, on a quand même toutes les informations sur Internet et on peut déjà se faire des idées. Tu as des vidéos de démo en général, tu regardes les fonctions qui t'intéressent et puis il faut choisir. Ok. On parle là beaucoup des bonnes pratiques. On va parler des mauvaises pratiques. Quelles mauvaises pratiques tu détectes? Est-ce qu'elles sont communes à beaucoup d'entreprises et comment tu y remédies? Alors, il y a évidemment des points communs chez pas mal de commerciaux. Dans les mauvaises pratiques, dans les choses qui ne sont pas faites suffisamment ou suffisamment bien, c'est la préparation des rendez-vous. D'accord. Généralement, les commerciaux ne préparent pas ou préparent peu, ou ils préparent dans leur tête, mais bon, ils ne sont pas vraiment préparés. Donc ça, c'est une première chose à travailler. Comment on fait pour travailler ça? Le deuxième point de vigilance, mais là, chez 90% des commerciaux, c'est le questionnement. C'est la découverte client, c'est poser les bonnes questions, c'est ce qu'on appelle des questions de qualification, poser des questions ouvertes évidemment, mais aussi des questions de motivation. D'accord. Ça, c'est une très grosse difficulté qu'ont les commerciaux parce que, c'est ce que je dis dans mes formations, c'est que la connaissance technique et la connaissance de son produit, c'est une zone de confort, alors que s'intéresser à l'autre, c'est une zone d'effort. Parce qu'on n'est pas naturellement, tu prends une photo de mariage où il y avait 300 personnes, la première personne que tu cherches sur la photo, c'est toi. voilà. On est centré sur nous-mêmes, c'est ce qui nous différencie de l'animal. L'être humain est égoïste. Tu remarqueras que les gens qui n'ont pas d'enfants ne te posent jamais la question de savoir si tu en as. Souvent, c'est pour parler des tiens après. Bon, c'est pas grave. Mais donc, c'est ça que c'est la difficulté. Et en plus, quand on est vendeur, on va poser des questions, mais parce qu'on a envie de vendre notre solution. C'est pas totalement désintéressé. D'ailleurs, tu remarqueras aussi chez les commerciaux, et ça, c'est aussi un piège dans lequel ils tombent, même ceux avec qui on travaille sur le questionnement. Ils posent une question. Alors, tiens, aujourd'hui, de quoi vous avez besoin comme fonction? J'ai besoin de telle et telle fonction. Justement, chez nous, on a ça, ça, ça. Et hop, après, tu repars sur une question. Non, je pose toutes mes questions et puis après, je vais venir sur ma solution. Ça, c'est le deuxième piège, c'est le questionnement et le fait de sauter un peu sur l'os dès qu'on te le donne. Quoi. Et après, dans les pièges qu'on peut tomber, c'est la difficulté de répondre aux objections. L'objection, c'est tu m'attaques moi, ma boîte ou ma solution. Donc, tu as envie de te défendre, contre-attaquer, te justifier. C'est pas la bonne attitude. Et puis, le commerciaux, c'est la capacité à conclure aussi. Il y a OK, c'est bon, on y va, tout est OK. On a tendance à laisser un peu le client faire. Donc, ça me permet de me donner pas mal de boulot. Et chaque étape se travaille, chaque étape a des méthodes. Comme dans le sport, plus tu travailles la méthode et plus tu t'entraînes sur la méthode, plus le jour où tu es dans le match, ça fonctionne. Alors, on arrive à ce moment clé de la relation où j'ai l'impression que le mec va signer et il est prêt. Il est mûr parce qu'il a compris ma solution, j'ai compris son problème, et ma solution match avec son problème. J'annonce le prix. Quelle est la bonne méthode? Moi, en général, ce que je fais, c'est que j'annonce le prix, je fais un silence et j'attends, tu vois, et je ne parle pas tant que la personne ne parle pas en face de moi. Sachant que moi, je ne vends pas des solutions hyper chères, donc j'ai moins de refus. Mais quelle est la bonne méthode, selon toi? Alors là, c'est vraiment c'est intéressant ta question parce que c'est un gros sujet, en tous les cas un grand dilemme dans mon métier. C'est-à-dire que tu as des gens qui font mon métier qui vont dire il faut faire silence. Et tu as des gens qui font mon métier qui vont dire non, il ne faut pas faire silence. Je vais te donner mon point de vue, le teasing, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai ce point de vue. Donc pour moi, il ne faut pas faire silence. C'est-à-dire que tu ne fais pas silence après chaque caractéristique de ton offre. Si je dois te vendre ce micro, je ne vais pas dire voilà, ce micro est noir. Et en plus, il a un pied. J'attends pas ta réaction. Donc, on va donner de l'importance au tarif parce que justement, on va faire un silence derrière. Donc, il n'y a pas de raison de faire silence.
Mais surtout, c'est aussi, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut justifier le prix derrière. C'est pas, ah ouais, c'est 1 000 euros, mais regardez, hein, c'est quand même une marque de qualité, etc. Ouais. Attention, voilà, c'est effectivement le tarif, il est à 1 000 euros. En plus, ce tarif comprend la livraison. Donc, voilà, le tarif doit faire partie de ton offre, mais ni plus haut ni moins haut, et il est au même niveau que les autres caractéristiques. Alors, c'est intéressant et j'ai publié une vidéo sur ce sujet pour mon podcast de Place a Buzz. Je dis qu'il résout 5 problématiques, donc la technique, l'émotionnel, l'éditorial, le temps passé par le client et le prix. Ok. Et donc, en fait, à chaque fois, j'explicite derrière et le prix, je dis voilà, ça fait moins de 50 € la vidéo sur Ok. 2 mois de contenu. Très bien. Et en fait, effectivement, j'ai remarqué que c'était mieux que de dire de balancer le prix, de se taire, où il pouvait y avoir un silence un peu gênant. Et c'est vrai que dans cette vision-là, je sens un meilleur retour. Tu vois, c'est-à-dire que c'est que tu as un doute. Ouais. Ah bah non, il n'y a pas de doute. Ouais. C'est comme quand on fait de la relance. Tu fais de la relance, tu as fait des devis et tu fais de la relance. Ouais. Tu appelles pour dire quand est-ce qu'on met en place le truc. C'est pas qu'est-ce que vous avez pensé de mon devis. C'est pas qu'est-ce que vous avez pensé de mon offre. Pas est-ce que vous l'avez lu. Moi, j'estime que j'ai passé du temps avec toi. Mhm. Tu m'as donné des informations. Que si j'ai fait un devis, qu'il y a un projet, Mhm. il y a un sujet en tous les cas. Mhm. C'est ce qu'on a la question tout à l'heure. Donc, je t'appelle pour dire quand est-ce qu'on met ça en place. Là, je suis sur mon planning. Est-ce qu'on livre tout compte fait, on avait parlé de ça et ça. Du coup, préférez qu'on parte sur quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, on parle aussi beaucoup de la façon de vendre sans vendre. De parler avec le client, enfin tout ce que tu as expliqué, je ne reviens pas dessus. Et puis finalement d'annoncer le prix, mais de faire sentir que c'est OK, que je ne suis pas mort de faim. C'est-à-dire que s'il ne signe pas, je perds mon job ou la boîte roule. Et ça peut être vrai dans des gros contrats, tu vois, quand tu as des startups qui ont des produits très ciblés. Non. Une boîte du CAC 40, s'ils signent, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est chaud. Comment faire pour ne pas que la personne en face se dise il a besoin de moi et finalement attirer l'effet inverse? Alors, déjà, c'est plus facile de faire du business quand ton business va. Parce que ça se ressent. Ouais. C'est comme quand tu cherches un job. Ouais. Quand tu es en poste et quand tu n'es pas en poste, Ouais. tu n'es pas dans la même attitude. Ouais. C'est pareil, quand tu prospectes, c'est plus facile de prospecter quand ton agenda il est il est plein pendant 2 mois, Ouais. si tu n'as pas un rendez-vous pendant 2 mois. Ouais. Donc, déjà, le fait de dire je continue à avoir les mêmes façons d'agir sur mon pipe, en tous les cas sur mon tunnel de vente, déjà ça joue sur ton état d'esprit. Et ton état d'esprit, ton client va le ressentir. Ouais, c'est clair. Donc, c'est le plus important. Et après, encore une fois, le client, il n'est pas dupe. Mhm. Ou si client, c'est bien qu'on est là pour être d'accord sur une relation commerciale. Tu te dis bien que si moi je suis commercial et que je te vends quelque chose, j'ai du chiffre à faire, la marge à ramener à l'entreprise. On n'est pas en train d'arriver masqué ou déguisé. Bon, maintenant, c'est sûr que si je commence à dire non, mais allez-y, franchement, là, si vous signez pas. Non, il ne faut pas être en demandeur. En fait, dans la vente, il ne faut jamais être en position de supériorité en disant oui, de toute façon. Oui. Voilà, Okay, c'est bien, mais voilà. Mais il ne faut jamais être en dessous non plus. Donc, toujours être d'égal à égal. C'est d'être toujours au même niveau. Tiens, on s'est mis d'accord là-dessus. Voilà. Est-ce que tu es OK, pas OK, on y va. Voilà. Hein. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Tu as dit la personne sent l'état d'esprit dans lequel tu es. Si je suis mal, il le sent. Et... Alors, j'ai une question. Moi, souvent, quand je fais de la prospection téléphonique, je commence par faire ce que tu préconises, c'est-à-dire préparer les appels de vente, mais surtout, je m'habille bien, je me mets droit, je mets du parfum. Et c'est con ce que je veux dire, mais je me dis que intuitivement, la personne va sentir si je suis en pyjama, en train de boire un café, affalé, avec les cheveux hirsutes. C'est vrai. Quelque part, ça va transparaître par le téléphone. Bien sûr. Mais même au-delà de la personne va ressentir, c'est que toi déjà, dans ton état d'esprit, je mets dans la tenue du commercial. Ouais. Alors on ne te demande pas non plus d'être en machin. Non mais voilà. Bon. Mais oui, tu as raison. C'est-à-dire que, mais tu le sens de toute façon. Si tu fais du phoning en pyjama et si tu fais du phoning en jogging ou si tu fais du phoning dans la situation dans laquelle tu irais voir un client, déjà toi, tu vas te sentir mieux. Donc, quand tu dis l'autre va le ressentir, c'est déjà moi, je me sentirais mieux. D'accord. Ça aussi, le conseil que je donne, et avec le télétravail et pas mal de commerciaux qui bossent de chez eux, mais dans les conditions de travail. D'accord. Oui, tu vas en pantoufles et est-ce que ça va jouer sur ton état d'esprit? Tu en as aussi qui aiment bien être dynamique. Ça aussi, ton client, il le ressent. D'accord. Je fais pas ça, tiens, je viens de me lever à 8h et puis à 8h30, j'attaque ma session de call parce que faut que ma voix elle se réveille. Le conseil que je donne toujours, c'est t'appelles un ami ou une amie ou un client avec qui ça se passe bien, le premier appel pour se chauffer et puis pour que tu aies un côté
actif par rapport au téléphone. Mhm. Après, là, tu y vas. Évidemment que la tenue, elle joue aussi. Hein. Ok. Alors, je sais que tu es podcasteur, je crois que ça s'appelle Les Magiciens de la Vente, ton podcast. Ouais. Tu sors d'un autre enregistrement où tu as parlé de négociation. Et j'allais t'amener sur la négociation sur le prix. Est-ce qu'il faut négocier, accepter de baisser son prix, en gros, si le client te le demande, et si oui, pourquoi, comment, dans quelle proportion, et jusqu'où ne pas aller finalement? En fait, dans la négociation, il faut que les deux parties soient satisfaites. Sinon, ça se prépare. Surtout dans une négociation, il y a concession et contrepartie. S'il te dit OK, est-ce qu'on peut me faire un prix, ou peut vous engager sur 3 mois, sur 6 mois, sur 2 épisodes, sur 3 épisodes. Bon. Ou une contrepartie, ça peut être j'ai à parler de mon podcast sur LinkedIn ou ailleurs. Peu importe. Ça, c'est à toi de le définir. Ça se définit et ça se prépare. Avec une grille qui, moi j'appelle la grille PCP. C'est plancher, cible, plafond. Ok, plancher, cible, plafond. Voilà. Et c'est se dire, quels sont les critères de ma négociation. Bon, il y a le tarif. Il peut y avoir le nom. Il peut y avoir influence. Il peut y avoir les délais de règlement. Tas de choses. Les volumes. Ça. Et puis tu te dis, en dessous de quoi je ne descends pas. Cible, c'est à quoi j'ai envie d'arriver. Et plafond, c'est du coup, qu'est-ce que je vais demander. Ok, oui, en fait, c'est de dire, ok, vous me demandez une concession, je vais vous en demander une. Toujours rester sur cet équilibre. C'est ça. Okay. Et c'est comme ça qu'on se fait respecter. C'est concession et contrepartie. Et je peux faire ça si vous faites ça. Oui, puis ce qui fait aussi penser que si je vends un produit, je sais pas, on va dire 20 000 euros, et que finalement je te le cède à 18, et sans contrepartie, c'est qu'il valait 18. Et peut-être même moins. Et là, en fait, tu fais un déçu parce qu'il se dit, tiens, est-ce que j'aurais pas pu demander moins. C'est comme quand, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça, mais à Marrakech, je vais souvent à Marrakech, pas par an, t'as ton pote qui revient et qui dit, tiens, j'ai acheté 2 paires de babouches, je les ai payées 100 dirhams. Ah ouais, effectivement, moi j'en ai acheté 3, mais je les avais payés 300 dirhams. Donc, t'as fait une meilleure affaire que moi. Bon. Donc, j'ai rencontré un Marocain qui disait, je suis allé à Marrakech, ils appellent ça entre eux arnaquech. Ouais, oui, c'est ça. C'est que on se dit toujours, est-ce que j'aurais pas pu faire moins. Donc non, c'est vraiment, il faut alors, oui, il y a ce fameux commencer haut dans la négociation, qui est ton plafond. Bien sûr, il faut être capable de l'expliquer. Tu pars sur un tarif un petit peu plus élevé, tu dis oui, ok, mais dans ce tarif, vous m'avez dit que là, il fallait que les vidéos soient faites en une semaine. C'est rapide, donc c'est pour ça. Je suis obligé de donc c'est pour ça que c'est ce tarif-là, parce que c'est le tarif un peu VIP. Et le fait que je peux faire passer avant, par exemple. Il faut toujours être capable de l'expliquer quand il y a un décalage et que tu vas partir de ton plafond. Donc ton plafond, c'est ce que tu demandes. Cible, c'est là où tu as envie d'arriver. Et plancher, c'est là où tu ne descends pas. Mais c'est bien de le dire, le plus important, c'est de le formaliser. C'est de l'écrire. Oui, de savoir où je veux aller. Et c'est de l'écrire. Et pas d'improviser. Parce que souvent, tu l'as en tête. Et là, je dis toujours aux commerciaux, écrivez-le. Tu le vois et c'est tu pas sais pareil. C'est comme un sûr. objectif, quand tu l'as en tête et quand tu l'as écrit et que tu le mets au-dessus de ton bureau, c'est pas pareil. Ok. Alors, tu es donc le magicien de la vente, tu fais apparaître les clients et disparaître des objections. Je voudrais faire, avant de parler un peu de ton rôle d'influenceur, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la bonne façon de traiter les objections et de la mauvaise finalement. Alors, je vais y venir. Mais j'avais une question à te poser parce que j'ai préparé aussi mon échange. Et j'ai vu que tu avais travaillé à la DGSE. Et donc, tu poses pas mal de questions dans ton métier, forcément. Tu es journaliste aussi à La Voix du Nord. Et comment tu as fait, je pose aussi aujourd'hui, comment tu fais pour travailler ton questionnement? Tu veux dire Là, aujourd'hui, en interview, mais je suppose que quand tu es à la DGSE, tu es amené à interroger des gens. Quand tu étais journaliste, tu étais amené à interroger des gens. Donc, comment tu as fait pour travailler ça? Dans le monde de l'espionnage, moi j'étais spécialiste de renseignement humain, et il y a beaucoup d'incompréhensions liées à des films, notamment, et à des séries. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Le bureau des légendes. Exactement. Il y a quelque chose qui est... Alors, moi, j'ai travaillé sous couverture, j'ai travaillé sous faux passeport, donc je connais ça très bien. Donc, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, mais ce qui est commun à la vente, c'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'un agent de renseignement, il ne va pas directement chercher le renseignement. Il a des sources qu'il réussit peu à peu à convaincre de travailler au profit des services français, moyennant
rémunération, on appelle ça MICE, tu sais, ça peut être l'ego, ça peut être le juste plaisir de travailler pour les renseignements et de se donner de l'importance, ça peut être l'argent, money, ça peut être aussi... Dans la vente, c'est le son cas. Voilà. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Tu peux me redire parce que tu allais trop vite. Sécurité, Ouais, orgueil, sécurité. nouveauté, confort, argent et sympathie. Voilà, donc... Motivation d'achat, en fait. Eh ben, c'est pareil. Et donc, en fait, tu travailles sur ces leviers-là et surtout, tu t'intéresses aux gens qui sont susceptibles de dire oui, d'avoir le bon renseignement que tu veux. Donc, il y a vraiment un travail de prospection et de ciblage qui est hyper fort. Et en fait, donc, moi, ce que je préconise, alors après, je l'ai souvent fait à l'instinct, mais c'est vraiment de s'intéresser à la personne et d'oublier l'objectif, de prendre le temps de se faire des potes, en fait. Et moi, souvent, je fais... c'est un truc qui est dingue. Souvent, je parle à des gens et puis je vois que c'est pas le bon moment. Et donc, je me dis, je vais pas lui vendre mon produit, mais c'est le moment de m'en faire un pote. Et donc, je discute et puis souvent, les gens reviennent. Soit parce qu'ils ont de la sympathie, ils disent ouais, j'ai quelqu'un qui ça peut t'intéresser, qui a ce dont tu as besoin. Ou c'est eux qui reviennent en disant ils ont gardé une bonne idée, ils se disent bah voilà, si je veux faire un podcast ou si je veux travailler pour la France, bah, c'est la bonne personne. Après, c'est la différence entre le métier d'espion et le métier de commercial, c'est qu'il y a un moment, on parle quand même il y a quand même toujours un peu de mensonge, il y a toujours un peu de trahison, puisque finalement, tu vas aller chercher des gens qui vont prendre des documents secrets et qui vont les donner à une puissance étrangère. Et c'est aussi là où moi j'ai trouvé mes limites, c'est-à-dire le fait que on puisse travailler pour la France, c'est bien, mais à un moment, mentir tout le temps, c'est compliqué. Et c'est là aussi où j'ai vraiment progressé, c'est de me dire que dans la vente, contrairement au renseignement, bah, tu mens pas. Enfin, et si tu mens, tu finis par le payer cash, quoi. Oui, aujourd'hui encore plus. Et puis aujourd'hui, alors je dirais que dans le monde du renseignement, aujourd'hui, c'est complètement différent, parce qu'avec Internet et tout de suite, les gens te googlent. Et donc, c'est surtout du contre-espionnage industriel et contre-terrorisme. Le métier a beaucoup changé. Ouais. Ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Exactement. les caméras. On est espionné. Oui, toi, en permanence. On s'en rend compte avec nos téléphones. Tu parles d'un truc, tu as une pub qui arrive. Donc. C'est dingue. Enfin, j'espère que ça va être un moment sanctionné parce que ça fait peur. C'est quand même assez terrible. Ouais. Bon, je reviens à ta question quand même, je ne l'ai pas oublié. Bah, moi non plus. Sur l'objection. Ouais, exactement. Donc, ce que font pas mal de commerciaux, et ce qui est le naturel, en fait, une objection, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est tu m'attaques moi, mon entreprise. Cerveau reptilien, je me défends. Ouais. J'en mets une, tu as envie de m'en remettre une. Ouais. Bon, c'est normal, c'est humain. Maintenant, c'est pas la bonne manière de répondre. Par exemple, ah ben non, mais votre micro, là, ton micro, il est un petit peu cher. Ah non, attendez, c'est de la qualité. J'ai envie de répondre comme ça. J'ai même envie de rajouter connard à la fin. Donc ça, c'est le naturel. Ça, si tu as envie de mettre virgule connard, il faut oublier. C'est que c'est pas bon. Voilà, c'est que c'est pas bon. Donc, moi, j'ai une méthode qui est assez simple, qui est une méthode de communication qui s'appelle prendre l'air. Prendre l'air, c'est accueillir, interroger, répondre. Je te donne un exemple sur le c'est trop cher. Un client te dit c'est trop cher. Puis, vous savez, aujourd'hui, tous mes clients s'interrogent sur le montant de leur investissement. Donc, posez la question. Et là, je passe de ça à ça. Je suis à côté de toi. Tu as raison, c'est des choses que... Voilà. Et c'est accueillir et non pas accepter. Et pas oui, vous avez raison, c'est cher. Et non, vous avez raison, vous posez la question sur le prix. Maintenant, quand vous dites c'est trop cher, vous avez vu combien vous pensiez que ça valait? Acceptable, enfin, peu importe. Il faut que je le fasse parler avec une question ouverte. Et après, je lui apporte une réponse sur ce qu'il va me dire. D'où le R. Voilà. C'est bien. C'est AIR, interroger, répondre. Ça marche avec tout. Le client, il te dit ah ouais, mais ça a l'air compliqué, votre truc là. Et c'est pas tout simple. Donc, qu'est-ce que vous trouvez de compliqué? Le client qui te dit je vais réfléchir. C'est normal de réfléchir, c'est une décision importante. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire des vidéos pour votre entreprise, c'est une décision importante. C'est une manière de répondre, mais vous savez, moi, quand je dis je vais réfléchir, c'est qu'il y a un truc où je ne suis pas totalement convaincu quand je dois acheter quelque chose. Donc, que vous soyez convaincu ou pas, à la limite, ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui ne vous a pas convaincu. Et là, souvent, il y a un problème de prix. Je vais réfléchir. Ah ouais, je ne pensais pas que ça valait ce prix-là, etc. Ça marche avec tout. En tous les cas, c'est une méthode qui est assez simple à comprendre, mais qui n'est pas si simple à mettre en place. C'est une très bonne réponse, je te remercie. Dernière question sur la vente. Qu'est-ce que tu conseilles pour les vendeurs qui doivent passer par des acheteurs qui sont tout le temps dans l'idée de devoir faire baisser les coûts?
Est-ce que c'est un module spécifique? Est-ce que quelle Alors oui, formule? j'ai un module module négociation où justement on parle des techniques des acheteurs. D'accord. La première chose à comprendre déjà, qu'un vendeur, il est payé au chiffre d'affaires, à la marge, au nombre de clients qu'il ramène, Oui. et qu'un acheteur, il est payé par rapport à ce qu'il fait gagner à sa boîte. Oui. Donc, si je ne lui fais pas gagner quelque chose, il ne travaillera pas avec moi. En fait. Il justifie auprès de sa direction ce qu'il fait gagner. Donc, c'est déjà la première chose à mettre dans la tête d'un commercial. Moi, j'ai travaillé chez L'Oréal et j'étais grand compte et je m'occupais de. J'étais devenu pote avec un acheteur de chez Cora, mon ami. Et ben voilà, ton chef, il te demande quoi? Il me demande 3% sur facture, 5% en mise de fin d'année. C'est-à-dire que si j'ai un document où je te mets ça, toi, ça te va? Bah, et oui, moi, mon chef, il connaît pas tous les prix d'achat, donc oui. Mmh. L'ego, c'était ça. Ok. Donc, déjà, s'intéresser et pourquoi pas essayer d'ailleurs de poser la question à un acheteur. Mmh. Qu'est-ce qu'on vous demande? Sur quoi vous êtes challengé? Ouais. Ça marche pas. Mmh. Et à un moment donné, tu peux le dire. Ouais. Et une fois que tu as ça, bah, tu comprends les méthodes du commencer haut, parce que ben, si tu as commencé à tel prix, que tu arrives à tel prix, ben, l'acheteur pourra justifier. Et aussi comprendre à quoi il est challengé, parce que ça peut être le prix, ça peut être les délais, ça peut être les conditions de règlement, ça peut être la qualité, ça peut être les options, ça peut être des tas de choses. Alors, question à 2 balles ou à 2 dinars. Est-ce que tu pourrais recommander d'aller un peu surestimer ton prix parce que tu sais que l'acheteur va te demander de le baisser? Est-ce que c'est quelque chose qui se joue? Ma méthode de négociation, elle s'appelle les 4 C. Commencer haut, consolider, concession et contrepartie, et conclusion. Donc commencer haut, ça peut être sur le tarif, mais ça peut être sur les volumes. Dire, tiens, ok, peut-être que lui, il pourrait faire 2 épisodes de podcast, mais je vais partir sur 5. Ouais. Il va dire, bah non, je fais 5, je peux pas les faire, Mmh. un ou 2. Mmh. C'est pas forcément que sur le tarif. Maintenant, derrière, il y a le consolider. Et le consolider, c'est que je suis capable d'expliquer ma position. Ok, je pars à un tarif un peu plus élevé, mais parce que vous m'avez dit que ça qui était important pour vous, il y avait la qualité, il y avait le fait d'avoir des retours, il y avait le fait qu'il y ait plusieurs échanges entre nous avant, etc. Donc tout ça, ça a un coût. Je sais que je peux rogner sur ces coûts, Super. mais je suis capable de l'expliquer. Ok. C'est pas Super. juste, tiens, bon, je Ouais. vais partir à ce prix-là. Ouais. Mmh. Donc, c'est ça qui est important. Et donc les 4 C, le troisième. Donc, commencer haut, consolider, c'est que j'explique ma position. Après, concession et contrepartie. Ouais, on C'est l'a celui vu. dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ok, bah écoutez, moi, je peux faire ça si vous faites ça. Ça, ouais. Après, on l'amène à la conclusion. On close. Ok. Voilà. Alors, on a détaillé énormément de points. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce que tu proposes, sur ton offre, sur tes clients. Moi, je voulais t'amener sur un terrain qui est celui de la production de contenu, puisqu'aujourd'hui, tu es aussi influenceur LinkedIn. Tu as beaucoup de followers, je crois 125 ou 165 000. Je suis près de 150 000, là, ça va être à 147. Ah, c'est impressionnant. Donc, ça te fait de toi un top voice de LinkedIn. Et puis, sur TikTok, tu cartonnes aussi. Tu as quand même pas mal de vues. 33. Ouais, sur des 33 000. Oui, bien sûr. Sur des oui, à ce niveau-là. en cas follower. C'est cool. Ben, quels sont les conseils que tu donnes? Et je sais que tu publies tous les jours. Est-ce que tu peux nous donner ta vision et éventuellement je te donnerai la mienne puisque je l'ai expérimenté suite à nos premiers échanges et ça cartonne. Pourquoi? Quel est l'intérêt de publier tous les jours? Alors, je vais revenir sur les sujets d'intervention. Tu me poses la question. Donc, moi, c'est prospection, vente, négociation et LinkedIn et méthode disque. Oui. Après, il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de simple exposition. C'est-à-dire que c'est le principe de la publicité. Plus tu es exposé à une marque, plus tu es exposé à quelque chose, plus le jour où tu dois passer à l'action, plus tu penses à elle. Bon. Donc, effectivement, moi, je fais 400 posts par an sur LinkedIn. Au minimum un post par jour, week-end compris. Moi, ça peut être 2, si j'ai une autre idée qui me passe par la tête. Mais avant de me dire il faut que mon post soit qualitatif, je me dis déjà il faut que je sois là. Parce que de toute façon, qui se souvient réellement des posts qu'il a lus il y a 24 ou 48 heures? Personne. Mais une fois que tu vois un nom, 2 noms, enfin 2 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois le même nom, les gens s'arrêtent sur mes contenus bien évidemment et les commentent. Donc mon point de vue c'est il faut être là. Et je suis persuadé que si pendant un mois, Jean-Pascal Mollet, magicien de la vente, arrêtait de publier du contenu sur LinkedIn, dans un mois, tout le monde l'a oublié. Bien sûr, ouais, ça c'est clair. Bon. Donc c'est pour ça que je m'efforce, mais j'aime bien ça, et à publier du contenu tous les jours. Et sur TikTok, c'est pas tous les jours, mais depuis un certain temps, je suis un petit peu plus régulier.
Et sur Instagram, pareil, je vais faire un petit peu plus de contenu sur Instagram parce que ce sont des points d'entrée. Alors, moi, ce que je remarque aussi, hein, une des vertus, hein, c'est de. Tu as des posts qui marchent bien, d'autres moins bien. Mais au final, tu t'aperçois que tu fais un nombre de vues, de likes et de followers assez médian. C'est Et vrai. un post compense l'autre. Et au final, c'est quand même très vertueux parce que tu arrives à une moyenne. Mmh. Alors que si tu n'es pas là, même le samedi, même le dimanche, ben, tu crées une sorte de coup d'arrêt. Mmh. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'ai fait quelques-uns de mes meilleurs scores le week-end. Ouais. Déjà, il y a moins de gens qui publient. Ouais, Et les gens qui vont sur LinkedIn sont un petit peu plus disponibles. ouais, ouais. Donc, du coup, ça explique que les bons scores peuvent se faire aussi le week-end. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ça devient un réseau social comme un autre? Oh, bah, oui, je pense que ça l'a toujours été. Ouais, Sauf qu'effectivement, il est quand même plus orienté B2B oui, que les autres. C'est quand même le seul réseau social en B2B. ouais. Que des professionnels, les gens se présentent de manière professionnelle. Alors, quand les gens mettent une bannière parce qu'ils sont à la plage ou parce qu'il y a un paysage, ah non, c'est ta carte de visite professionnelle. Ouais. Facebook, tu mets ce que tu veux, Mhm. mais non, là, ça reste quand même professionnel. Ok. Est-ce que tu as eu des haters? Oui, Ou rien de. oui, Non. mais moi j'aime bien les haters parce que ça donne de la visibilité. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est que généralement, en plus, les commentaires ou ce qui est dit, à peine à y répondre. C'est-à-dire Mhm, qu'ils se tuent eux-mêmes. mhm. C'est rarement très profond et très construit. Maintenant, moi, souvent, je rentre dans le jeu, je réponds, et puis ça fait des commentaires, ça crée de la viralité. Et, voilà, donc moi, j'aime bien les haters, en fait. Comme disait Salvador Dali, l'essentiel, c'est qu'on parle de C'est ça, moi, bien sûr, bien sûr. même en bien. Bien sûr. Alors, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, il ne faudrait pas qu'il y ait 80%, Ouais. 90% en Ouais. disant. Non, mais Attends, sur LinkedIn, c'est quand même minoritaire. déjà, ils sont minoritaires parce Ouais. que c'est vrai que quand on est sur X ou sur Instagram ou sur TikTok, en général, tu n'as pas ton vrai nom et tu as des pseudos. LinkedIn pousse à ce qu'on utilise notre vrai nom. Hein. Maintenant, en plus, il faut valider son identité, etc. Donc, oui, les gens prennent un peu moins de risques vis-à-vis de leur job. Alors, je te pose une question indiscrète, mais comme disait Oscar Wilde, il n'y a pas de questions indiscrètes, seules les réponses le sont. Quelle est la part de ton business qui est générée par justement la création de contenu et la publication sur les réseaux sociaux? Non, moi, j'aime bien la citation de Confucius qui disait vaut mieux paraître bête en posant une question, vaut mieux paraître bête 5 minutes, C'est vrai. que le rester toute sa vie en ne la posant pas. Mais bon. D'accord. Écoute, aujourd'hui, alors je ne le mesure pas précisément, Ouais. mais c'est au moins 80% de mon business qui arrive en entrant. Combien? 80%. Ouch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Waouh. moi, mon business, je ne prospecte pas. J'avais mon téléphone. Voilà, non, mais voilà. Mais 80% de business, parce que le 20% restant, c'est des clients qui vont changer d'entreprise, c'est de la recommandation, D'accord. ou des clients qui restent clients. Et tous mes nouveaux clients, ils arrivent via les réseaux sociaux. Énorme. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que dans 100% des cas, les gens qui me contactent, les gens qui m'envoient un message sur LinkedIn, les gens qui m'appellent, 100% des cas, ce sont des gens qui n'ont jamais ni commenté, ni liké un de mes posts. Ça, c'est vrai, je constate ça. Out of the blue, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, tu les as jamais vus, ils t'ont jamais liké, jamais Voilà. commenté, jamais Ils envoyé un disent message. je vous suis, mais Ouais, jamais ils ont. ouais. Alors, à ce sujet, ça m'est arrivé 4-5 fois d'être reconnu dans la rue Ouais. et les gens, ah, mais je vous connais, vous Bien êtes sûr. sur. Ça t'est arrivé aussi? Oui, ça m'arrive. Des fois, ça étonne même ma femme en vacances, C'est fou. au quand détour tu d'une fais ça. station-service. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un peu l'effet vu à la télé, en fait. Ouais. Surtout quand tu fais de la vidéo et que tu fais beaucoup de vidéos. Ouais. Si c'est juste ta photo de temps en temps, bon, ok, ça peut marcher. Vidéo, plus forcément, il y a des gens qui te voient. Et puis, la répétition, c'est l'ancrage. Hein. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu préconises et que tu recommandes à tes clients aussi de trouver quelqu'un en interne qui pourrait devenir un peu la figure emblématique de l'entreprise avec ce danger que s'il la quitte, tu perds un canal d'acquisition? L'idéal, c'est que ce soit déjà le chef d'entreprise, le patron de la boîte, soit l'ambassadeur et que ce soit lui qui lance ça. Sinon, c'est compliqué quand même de dire aux gens de l'entreprise et aux commerciaux, allez sur LinkedIn. Il faut qu'il y soit, il faut qu'il soit un petit peu présent pour donner envie. Mais ce que j'explique aussi aux commerciaux que je forme à LinkedIn, c'est, quoi qu'il arrive, tout ce que vous le faites pour vous. C'est votre profil. Si vous avez 25 ans, 30 ans, 35 ans, à 60 ans, si LinkedIn est toujours là, ce sera toujours votre profil. Ouais. Donc tout ce que vous aurez fait, tout le réseau que vous aurez construit, la crédibilité que vous aurez fait professionnellement, c'est pour vous en fait. Alors oui, vous êtes les ambassadeurs de votre entreprise, mais tout ce que vous faites pour vous. Donc faites-le.
Alors, c'est marrant parce que, je sais pas, ça fait combien de temps que tu es sur LinkedIn, toi? Depuis 2014. Ah ouais. Donc, tu as dû voir cette évolution. Au début, en fait, c'était un endroit où tu allais chercher un nouveau job. Ouais, c'est ça, oui. Et limite, tu le faisais un peu en loose day de ton patron en disant je veux pas trop que ça se voit parce il va me demander pourquoi je cherche un job. En fait, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est devenu vraiment. Sauf quand t'as pas de boulot ou t'es Ouais. t'es open. Comment tu juges cette évolution? Est-ce que finalement, c'est pas aussi un frein à ce que plus de personnes prennent la parole sur le réseau? Reste sur un réseau social professionnel, le principal, c'est d'y être, mais surtout même si je cherche un autre job, de pas montrer que je cherche un job, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et LinkedIn pousse à utiliser le fameux rond vert, là, open Ouais, to work. ouais, Ouais, les gens qui cherchent, je leur dis, t'enlèves ça tout de suite. ouais, De ouais. toute façon, en revanche, si tu veux amener des recruteurs, moi, je sais que j'aide certains clients dans leur recrutement de commerciaux, mais j'arrive en fin de parcours, Ouais. je vais voir le profil LinkedIn. Ouais. Si le profil, je vois qu'il n'y a pas de bannière, qu'il n'y a pas de contenu, qu'il n'y a pas de réaction, qu'il n'y a même pas de commentaires, que le profil, des fois, est même pas à jour, si j'ai un autre commercial, c'est un petit peu plus à jour, Mmh. déjà, mon a priori, il sera plus positif. C'est-à-dire que c'est pas lui qui sera embauché, mais genre un a priori plus positif. C'est votre vitrine, c'est votre carte de visite. Aujourd'hui, tu vas pas ouvrir une boutique. Non, non, je travaille pas ma vitrine, je m'en fous. C'est Je clair. mets n'importe quoi. C'est clair. C'est pas actuel, je mets pas les produits du moment. Mmh. C'est pareil. Ok. Je vais finir cette interview avec la question ce que j'appelle la question qui tue, mais avant, je voudrais quand même t'interroger sur ta routine de créateur de contenu, publier 7 fois par semaine, et puis aussi comment tu suis tes posts. Donc, derrière la routine de création de contenu, aussi, on sait très bien que il faut être là pour répondre, sinon l'algorithme il voit qu'on n'est pas là et il nous balaye. C'est vrai. Quelle est ta routine? Alors, ma routine, c'est qu'en général, je fais mon post la veille au soir. Alors que souvent, le soir, quand j'ai fini ma journée, peut être à 20h, 21h, peu importe. Alors, ça dépend. Donc, je fais mon post. D'accord? Plus t'en fais, plus c'est rapide. Ouais. Je le programme. En général, il est programmé en semaine, il est programmé à 7h15 D'accord. matin. Pourquoi 7h15? Parce que c'est l'heure où les gens sont encore chez eux, peut-être en train de boire un café, ils scrollent sur leur téléphone, Ouais. etc. Ouais. Voilà. Il est assez tôt sur la plateforme, en tous les cas, sur l'heure de Paris. Ouais. Et puis après, du coup, il y a des interactions qui, pour moi aussi, je suis en train de prendre mon petit déj, donc je vais essayer de répondre aux premiers commentaires. Ouais. Après, souvent, moi, je suis en formation, donc quand je suis à une pause, le matin, ou la pause du midi, ou la pause d'après-midi, je vais continuer à répondre aux commentaires. Ok. Donc moi, c'est comme ça que je suis organisé. Il ne faut pas hésiter à reposter des posts. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, les gens ne se souviennent pas. Et même les gens qui se souviennent, c'est pas très grave. Tu peux reposter un truc un mois après. Ouais. Les gens ne se souviennent pas. En plus, les gens qui le voient la deuxième fois l'ont peut-être pas vu la première. Ouais. Mon poste, il n'est pas montré toujours aux mêmes personnes. Bien sûr. C'est pas les mêmes personnes qui vont réagir. Et Ok. du coup, pas. Donc ça, n'hésitez pas aussi le jour où vous avez un doute, quoi. Ouais. Ok. Et quel est ton plus gros post, celui qui a le plus c'est quoi? C'était combien de millions de vues? Alors, oui, c'est des millions de vues. J'en ai pas mal, donc j'en ai pas un qui ressort. Ouais. J'ai déjà fait 2,5 millions de vues. J'en ai fait 2-3 l'année dernière, mais parce que LinkedIn avait aussi poussé la vidéo. Ouais. En tous les cas, c'est des vidéos. Ouais. Et D'accord. ça peut être des vidéos de moi, mais ça peut être des fois aussi le week-end. Mais des sujets un petit peu plus mainstream. Ouais. Ça peut être un sketch de quelqu'un, etc. Donc voilà, faut pas hésiter aussi à sortir de son contexte à soi. Ok. Ouais. Moi j'aime bien. Je prends une vidéo qui marche sur Insta ou Ouais. TikTok. Et puis, je vais essayer de lui donner un angle Oui, c'est ça. complètement différent. Et puis, si possible, de ramener à mon produit. C'est ça. Mais je donne d'abord de la valeur. C'est-à-dire que tu lis les 3/4 du post, tu as de la valeur. Et éventuellement, je dis en quoi moi je suis différent ou quoi ça m'inspire quelque chose sur mon activité. Ok. Écoute, je te remercie pour cet entretien. Je voudrais finir par la question qui tue. La question qui tue, c'est quoi? C'est je te donne 4 propositions qui me concernent. 3 sont vraies, une sont fausses. D'accord. Et à toi de deviner laquelle. Je peux poser les questions? Oui, bien sûr. Oui, il faut que je devine comme ça. Non, tu peux poser des questions. Ok. Je n'ai pas prévu le coup, mais ça va être assez marrant. Ok. Donc, je te donne les 4 propositions. Alors, la première, c'est que j'ai terminé un brief pour un gros client dans un avion qui était en train de décoller. C'est la première proposition. Deuxième proposition, j'ai réalisé mon premier reportage vidéo en
territoire Tamashek au Niger, à 1000 mètres d'altitude. 1000 mètres. Ouais. Ok. Troisième proposition, j'ai marché 1000 km sur les chemins de Compostelle. Et la quatrième, j'ai roulé 200 km dans les Pyrénées en escaladant 5 cols mythiques du Tour de France en moins de 10 heures. Donc le premier, c'est le brief, le brief. Qui décolle. Le deuxième, c'est en territoire Tamashek, j'ai fait mon premier reportage vidéo. Le troisième, j'ai marché 1000 km sur le chemin de Compostelle. Et le quatrième, c'est j'ai escaladé 5 cols mythiques du Tour de France en moins de 10 heures. Très bien. Je vais te poser une question pour chaque, pour chaque idée. Pour ce qui concerne le brief, là, donc sur le décollage, c'était un client qui faisait quoi? C'était Yves Rocher. Pour les chemins de Compostelle, les 1000 km, tu as mis combien de temps? J'ai mis 28 jours et demi. Ok. Ça, tu dormais, tu avais ta tente sur le dos, tout ça? Non, j'avais prévu des haltes. En fait, c'est assez balisé le chemin de Compostelle. Donc j'avais l'appli qui va bien et je trouvais des hôtels tous les jours. Et puis il m'est arrivé 2 jours de dormir à la Belle Étoile. Ok, pour ton reportage à 1000 km, c'était quoi le territoire? Alors c'est en territoire Tamashek, il y a un plateau. J'ai oublié le nom, je suis désolé. On est allé en chameau, on a escaladé et on a dormi là 3 nuits. D'accord. Et le sujet du reportage, c'était quoi? À Maniman, l'eau c'est la vie. Ok. Et la quatrième, c'était sur les 5 cols du Tour de France. Les 5 cols Tour de France. Ok. C'était en quelle année que tu as fait ça? C'est une très bonne question. Tu te rends au Tour de France en 99. C'était 2003-2004. Ok. En tout cas, j'admire ta façon de questionner. Elle est très pertinente. Elle est super bonne. Je pourrais être un agent de la DGSE. Ah oui, large. Je dirais la dernière, je dirais le Tour de France. Le Tour de France. Alors en fait, non, parce que j'ai vraiment fait ça. J'étais un peu rusé parce que je prépare un voyage sur les chemins de Compostelle. Et quand tu m'as posé la question, heureusement que j'ai préparé. En fait, c'est quelque chose que je prépare, donc j'arrive à en parler avec congruence. D'accord. Mais j'étais vraiment, l'émotion elle est montée. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. En fait, quand j'étais en Afrique du Sud, je suis allé. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu peux aller nager avec les requins-baleines, ils sont là-bas. Donc j'ai pris un avion, un petit coucou, et j'étais en train de travailler sur une vidéo d'Yves Rocher. Et en fait, on était vraiment très haute altitude. Et j'étais sur Skype à l'époque, qui a fermé il n'y a pas longtemps. Et j'ai mis en relation un monteur en France avec quelqu'un qui était en Pologne qui faisait l'animation 3D. Et j'ai fermé l'ordi. Et vraiment, je ne sais même pas comment c'est passé. Et la vidéo a été un succès. Donc ça, c'était très cool. Après, oui, effectivement, mon premier reportage, L'eau, c'est la vie, en pays de Tamashek. C'était vraiment super. On avait pris un 4x4. Je ne parle pas du nombre de litres d'essence qu'on a consommé pour aller là-bas. Et il y a une sorte de plateau, j'ai oublié son nom. Et on peut y accéder en chameau. Et on avait tourné. C'était vraiment magique. L'eau, c'est la vie. Donc, Compostelle, je ne peux pas en parler, mais bientôt. D'ailleurs, donc, c'est quand alors? Je ne sais pas, je pense l'année prochaine, parce que c'est quand même un gros truc. Je salue ici Stéphane Séguin, qui est un ami, un coach, qui est parti sur les chemins de Compostelle et qui a fait un super truc. Il a mis en ligne des posts tous les jours où il raconte un peu pourquoi. Donc, ça t'a donné envie de. Non, l'envie était. Il m'a coupé l'herbe sous le pied, mais c'est un super coach. Donc, je le salue ici. Et puis, quand j'ai travaillé 10 ans au Tour de France. Et donc, en fait, il y avait des épreuves pour les amateurs. Et je me suis dit, je les fais toutes. Semi-marathon, marathon. Et il y avait ce qu'on appelait l'étape du Tour. Et l'étape du Tour, c'était de faire le même chemin, la même étape que les coureurs du Tour de France. Et donc, il y avait Saint-Col, il y avait Port-de-Balès, Pays-sur-Sourde. Ouais, j'étais jeune et j'étais en forme. C'est ça. Et je m'entraînais tous les jours, quasiment tous les jours. J'étais un peu cinglé. Donc, c'était très cool. Écoute, merci. Un plaisir. Je ne sais pas si toi aussi, tu veux qu'on prépare quelque chose d'équivalent. Écoute, n'hésite pas. Oui, alors Ouais. On revient peut-être sur le sujet. Ouais. Alors, j'en ai 4 aussi. Ouais. J'ai fait un mois à 30 000 € de commission quand j'étais commercial. Ok. Donc, j'ai l'impression que c'est vrai. Voilà. J'ai rencontré Bruno Solo en vacances. Il est venu manger chez moi. Ok. Voilà. Il était solo ou pas? Il était solo et sa femme. Ok. J'ai joué au tennis le jour de la finale du tournoi de Bercy. Sur le terrain, sur le terrain de la finale. Ok. Pendant environ 8 heures. Et avec je qui? me suis marié à l'âge de 18 ans. Avec qui il y avait Paul-Henri Mathieu
Ok. et Pauline Parmentier. Ok. Je me suis marié à l'âge de 10. Ah ouais, et t'es toujours en couple avec la même C'était personne? pas la même. Ok. Bah, je dirais Bruno Solo. Ok. J'ai senti que t'étais un peu en... C'était pas vrai, mais ça vient en deuxième. Donc je me suis dit, t'as dû commencer par celle qui était vraie, mais bon, donc c'était improvisé. Donc je dirais quand même au feeling Bruno Solo. Ok. Non, alors, c'est pas ça. J'ai vraiment fait à moi 30 000 euros. Dans le, Ça, oui, ça, j'en étais sûr. le textile. Ouais. Non, Bruno Solo, je l'ai vraiment rencontré en vacances. Et si Ok. tu cherches un petit peu, il y a des vidéos en plus Ok. sur TikTok. Ok. Il est vraiment venu manger là. D'accord. Le tennis, c'était vrai aussi. J'ai été invité par Accor parce que je suis client fidèle et challenge. Incroyable. Ah, t'as quel niveau au tennis? J'étais 15-5. Ah Mais oui, maintenant, quand je joue au même. padel. 15-5, c'est chaud déjà, c'est bien. Ouais. C'est comme ça que j'avais été choisi. C'est-à-dire qu'ils avaient pris dans leurs clients privilégiés, ils étaient inscrits à la finale, Ouais. point accord. Dans les gens qui s'étaient inscrits, ils avaient regardé le classement. Ah, ok. Et celui qui à peu près niveau raquette. Ouais. Et non, je ne me suis pas marié là. Mm. 40. Hein. 47. J'avais Alors, 47 ans. c'est amusant parce que mon instinct m'a dit il va d'abord, parce que c'est vrai que tu l'as improvisé tout à l'heure, je me dis il va d'abord lister 3 choses vraies et puis à la fin il va inventer un truc. Donc c'est forcément la 4e, mais je sais pas pourquoi Bruno Solo, j'ai senti que tu n'étais pas congruent. Ok, super. Et ben voilà. Et donc j'ai échoué à C'est pas deviner. grave. Non, mais Tu n'es plus agent de la DGSE. Non, exactement, mais il va falloir que je fasse un petit stage chez eux pour me reformer. En tout cas, je te remercie pour. Merci à toi pour l'invitation, c'était top. Et puis, écoute, merci pour ces conseils, je sais qu'ils sont précieux. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai que tu donnes ce podcast, Les Magiciens de la Vente, mais tu es intervieweur, donc tu es plus là pour faire briller tes invités. Oui, carrément. Donc, j'espère que je te ferai, que je t'ai mis en lumière, en tout cas. Moi, ça m'a appris énormément de choses. Et puis, tout ce que tu as dit, on sent que c'est du vécu. Donc, je ne peux qu'inciter les gens qui ne te connaissent pas à te découvrir. Et c'est ma passion, surtout. Ouais, ça sent aussi. Ça sent. Et puis, j'ai vu qu'il y a plein d'acronymes. Tu les connais par cœur. Enfin, c'est comme coup droit, revers, ça part. Et on sent que c'est maîtrisé. Donc, j'invite tous les gens qui veulent progresser en vente à te contacter sur LinkedIn ou sur les autres. Ils vont me trouver. Ok, merci beaucoup. Merci, Denis.